Macclesfield, une ville pittoresque du nord-ouest de l'Angleterre. C'est une ville très agréable. Il y a des zones où les prix de l'immobilier sont très élevés. Une zone où les valeurs traditionnelles côtoient la vie moderne et où une certaine qualité de vie est assurée. C'est certainement l'une des meilleures régions du Cheshire. En 1985, Joan Bedson, 56 ans, a emménagé dans la banlieue de Macclesfield, connue sous le nom de Broken Cross. Je crois qu'elle passait la majeure partie de son temps dans son foyer. Elle était très pointilleuse sur la propreté de sa maison. Mais cette célibataire timide et croyante n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour, elle deviendrait la cible d'un prédateur cruel et perfide. Personne ne connaissait Joan mieux que moi. Et honnêtement, je n'arrive toujours pas à comprendre comment elle a pu être dupée de la sorte. Alors que Joan se préparait à se coucher dans la soirée du jeudi 14 novembre 2002, elle reçoit un appel téléphonique. Et bien que seules 2 personnes aient été au courant de cette conversation, elle allait changer leur vie à jamais. Après la mort de ses parents à l'adolescence, Joan Bedson a été élevée par son oncle Norman et sa tante Kat, à Stockport, dans le Cheshire. Ils n'avaient jamais réussi à avoir des enfants, donc ils considéraient un peu Joan comme leur fille. Elle était vraiment très heureuse de vivre avec eux. Ils l'ont adorée, ils ont pris soin d'elle. Et Joan le leur rendait bien. Elle faisait tout pour eux. Et rien n'était trop dur pour elle. Mais lorsque tante Kat est décédée, Joan et son oncle Norman ont dû s'occuper l'un de l'autre. Ils sont devenus très proches. Elle s'occupait de l'oncle Norman et je pense qu'à bien des égards, elle le considérait comme le père qu'elle n'avait jamais eu. Leur relation était si forte que Joan ne s'est jamais mariée et n'a jamais fondé de famille. Même si elle aurait aimé rencontrer un homme et l'épouser, je pense que personne n'aurait jamais pu égaler l'oncle Norman dans son cœur. Mais lorsque Norman est décédé en 1984, Joan s'est retrouvée seule. Après le décès de Norman, nous nous sommes réunis, et c'est à ce moment qu'elle nous a annoncé la nouvelle. Elle allait déménager à Macclesfield. Lorsque l'oncle Norman a laissé ses biens à Joan, celle-ci a acheté un bungalow à Macclesfield avec cet argent. L'oncle Norman avait toujours voulu vivre dans cette ville, et même après sa mort, elle a voulu respecter son souhait et lui rendre hommage. Selon moi, elle l'a fait en mémoire de son oncle. Elle gardait la maison impeccable, comme l'aurait voulu l'oncle Norman. C'était un peu comme si elle revenait dans la maison d'origine qu'ils avaient à Lower Bradbury. C'était le même mobilier, la même décoration. Si elle aimait que la maison soit si impeccable, c'est parce que lorsqu'elle vivait avec l'oncle Norman, il était très maniaque, et même après sa mort, elle a voulu respecter son souhait. C'était pour elle une façon de réaliser leur rêve à tous les deux. Mais Joan était loin de se douter que son souhait de vivre la vie dont son oncle avait toujours rêvé conduirait à un déchirement et à une tragédie. Le samedi 16 novembre 2002, l'infirmière de district Catherine Dawson frappe à la porte d'entrée de Joan Bedson pour la 3e fois. Elle ne l'avait appelé que pour traiter un malaise mineur, mais elle s'inquiétait que l'état de sa patiente s'aggrave et a décidé de demander de l'aide. Lorsque l'agent Keith Graham arrive, l'infirmière lui explique pourquoi elle pense que Joan ne lui ouvre pas la porte.
Par la fenêtre d'une chambre située à l'arrière de ce bungalow, on pouvait voir une forme sur un lit. On s'est tout de suite inquiété. En essayant d'entrer dans le bungalow, l'agent Graham fait une découverte stupéfiante. J'ai essayé d'entrer par la porte-fenêtre qui s'est ouverte. Ça m'a étonné. J'ai tiré les rideaux et je suis entré dans la maison. Après être entré dans la maison, l'agent Graham procède à une brève fouille de la propriété avant de se rendre dans la chambre. La première chose qui m'a frappé, c'est qu'il y avait des parasites à la radio. J'espérais qu'il s'agisse simplement d'un oreiller sous la couette et non d'une personne. Mais dès que je suis entré, j'ai vu des pieds. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'allais découvrir un corps. Ce que l'agent Graham découvre, c'est le cadavre de Joan Bedson. Elle avait l'air d'être morte depuis longtemps. Comment Joan est-elle morte? Est-elle morte de cause naturelle, ou Joan pourrait-elle avoir été victime d'un plan bien plus sinistre? Le 16 novembre 2002, le corps de Joan Bedson, célibataire de 71 ans, est retrouvé par des policiers à son domicile de Macclesfield, dans le Cheshire. Les causes de la mort ne sont pas avérées, mais l'officier de police qui l'a trouvé a déjà des soupçons. Les portes-fenêtres ne sont pas verrouillées et la position du corps de Joan semble étrange. L'édredon la recouvrait complètement. Cela laissait à penser que quelqu'un l'avait vraiment placée de cette façon. En y regardant de plus près, d'autres choses inquiètent Graham. Elle serrait un oreiller, et la moitié du coin de l'oreiller semblait être enfoncée dans sa bouche. J'ai vite compris que quelque chose clochait. Soupçonnant un meurtre, l'agent Graham demande à la police criminelle de venir sur place. Nous avons inspecté la maison pour voir s'il y avait d'éventuelles preuves d'un cambriolage, une lutte, du sang ou autre chose. Rien ne montrait que la maison avait été fouillée ou dérangée. On m'a dirigé vers la chambre du fond où Joan était allongée sur le lit. Maintenant qu'ils ont découvert le cadavre de Joan Bedson, les détectives doivent décider de la marche à suivre. Il n'y a que deux possibilités. Soit elle est décédée de cause naturelle, soit on envisage d'autres options, car il y a des incohérences sur la scène. Des choses me troublent, comme les autres officiers présents sur les lieux. C'est une mort suspecte. Nous avons pris la décision de retenir cette possibilité. Nous avons récupéré le corps de Joan, nous avons tout photographié sur place, et nous avons gelé la scène. Les officiers ont alors dû annoncer la nouvelle du décès de Joan à ses seuls proches encore en vie. Nous ignorions les causes de son décès. Elle allait bien lorsque nous lui avions parlé quelques jours avant. Mais nous ignorions de quoi elle était morte. Après avoir identifié le corps, Alf et Sue veulent s'assurer que la maison de Joan est bien sécurisée. Mais en arrivant dans cette coquette impasse de banlieue, la voisine, Madame Greenwood, leur apprend des nouvelles surprenantes. La première chose qu'elle a dite à mon père en nous voyant a été « Dieu merci, vous avez récupéré l'argent ». Mon père et moi nous sommes regardés et nous lui avons répondu « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Et elle a dit « Vous savez, l'argent que Joan avait prêté à cet homme, elle nous a dit que vous l'aviez récupéré. » Je ne savais pas du tout de quoi elle parlait, et je ne voulais pas lui montrer que j'étais perdu, car je commençais vraiment à avoir un mauvais pressentiment. J'ai dit à mon père « Ce n'est pas normal. Il y a forcément quelque chose qui cloche. » J'ai décidé qu'il fallait raconter ce qu'elle venait de nous dire. Pour moi, il semblait qu'une arnaque avait été commise. Mais la police a une longueur d'avance sur la famille et a déjà parlé aux Greenwood. Ils nous ont parlé d'un homme qu'ils connaissaient sous le nom de Crittenden,
qui venaient régulièrement chez elle. Ils avaient commencé à s'inquiéter pour Joanne parce que M. Greenwood avait vu une reconnaissance de dette de centaines de milliers de livres, comme il nous l'avait expliqué lui-même. Après avoir pris connaissance des inquiétudes du voisin, les inspecteurs commencent à se demander si leur enquête sur une mort inexpliquée n'a pas mis au jour un tout autre crime. Par la suite, nous sommes retournés sur la scène pour récupérer les coordonnées de M. Crittenden. C'est une chose intéressante. Une seule pièce permet de créer 52 couches. À regarder sur mobile ou grand écran, tout cela gratuitement. Aucun abonnement n'est requis. Les agents retournent à la maison et commencent à fouiller le bungalow. J'ai trouvé une boîte métallique rectangulaire qui était cachée au fond d'une armoire. Et cette boîte contenait de nombreux documents concernant les affaires financières de Joanne. Mais un document en particulier retient l'attention de l'inspecteur Puchalski. J'ai découvert un contrat de prêt entre Joan Bedson et Peter Crittenden, son conseiller financier. Le montant du prêt s'élevait à 270 000 livres. Et le taux d'intérêt du prêt était de 10% par an. Leurs deux signatures apparaissaient en bas de la page. Mais ce n'est pas le seul document important trouvé dans la maison. Nous avons trouvé, sous le téléphone, une note manuscrite qui nous a beaucoup inquiétés. Peter, je voudrais te dire quelque chose. Je ne veux plus te voir parce que j'en ai marre d'être malhonnête et de raconter des mensonges. Je t'aime tellement, mais il vaut mieux que cela se termine maintenant, tant que nous sommes encore meilleurs amis. La dernière partie de la note disait qu'elle voulait être remboursée. La note que nous avons trouvée indique clairement qu'il s'agit de bien plus qu'une relation professionnelle avec un conseiller financier. À ce stade, la police nous donnait manifestement très peu d'informations. Ils nous demandaient par exemple si nous savions qu'il était le petit ami de Joanne. Nous avons répondu que nous l'ignorions. Je suis sûre qu'elle nous l'aurait dit si elle avait un petit ami. La famille se retrouve encore plus dans le flou quand, le lendemain, l'autopsie pratiquée sur Joanne soulève de nouvelles questions. La police nous a appelés pour nous dire qu'elle n'était pas satisfaite de l'autopsie. C'est là qu'on a commencé à s'inquiéter. Nous devions maintenant être très prudents quant aux étapes que nous allions suivre. Nous nous orientions de plus en plus vers une mort suspecte. Alors qu'ils enquêtent sur la mort inexpliquée de Joan Bedson, les enquêteurs s'intéressent à des informations faisant état d'arrangements financiers inhabituels, conclus avec son conseiller financier et amant apparent, Peter Crittenden. Nous devions nous pencher sur leur relation. Il pouvait être le dernier à avoir vu Joanne vivante. Il était donc évident que nous devions lui parler et clarifier ces points. Mais avant que les détectives ne puissent contacter Peter, celui-ci se présente à la police. La première impression est importante. Il est très bien habillé, bronzé, athlétique, il a une très belle élocution, présente bien, et il est très crédible. Peter Crittenden explique alors qu'il est un conseiller financier, spécialisé dans les retraites, et qu'il gagne ainsi environ 70 000 livres par an, uniquement grâce à des commissions. Et s'il admet avoir eu une relation avec Joanne, il indique également à la police qu'il a une femme et une famille. Il nous a indiqué qu'il était marié et qu'il vivait à Worcester avec des enfants adultes. Mais je suis de la police et non de la police morale. Je ne vais donc pas porter de jugement là-dessus. Peter explique ensuite comment il a rencontré Joanne en octobre 2000.
L'histoire qu'il m'a racontée, c'est que Johan avait répondu à une annonce dans le Times et que par conséquent, ils avaient convenu un simple rendez-vous pour qu'il réalise une évaluation financière de la situation de Johan. Les notes qu'il avait prises lors de cet entretien montraient que Johan Bedson disposait d'une fortune de près d'1 demi-million de livres. Mais c'est lors de leur 3e rencontre, en février 2001, que leur relation devient plus sérieuse. Voici sa version des faits. Lors de cette rencontre, ils ont noué une relation amoureuse et se sont mis d'accord sur un plan d'action pour déterminer ce qu'elle allait faire. Ce qui me sidère, c'est que ce plan prévoyait qu'elle vende la maison qu'elle avait achetée afin de réaliser le rêve de Norman de prendre sa retraite à Macclesfield, qu'elle réinvestisse tous ses actifs dans l'immobilier, qu'elle investisse dans des entreprises et qu'elle rédige un nouveau testament. Il avait indiqué sur le dossier que c'était ce qu'elle avait accepté de faire. Dans le cadre du plan d'action en 8 points de Peter, Johan doit vendre son bungalow, et le lendemain, le couple se rend dans une agence immobilière locale pour demander une estimation. Il a apporté un kit de testament lors de cette visite et ils ont demandé à 2 membres du personnel, qui n'étaient au courant de rien, de signer ce testament. C'est le nom du bénéficiaire du testament qui choque la police. Ce testament remet en question tout ce que nous savons sur Johan. Elle lègue tout à ce Peter John Crittenden, qu'elle n'a rencontré que 3 fois. Mais Peter parvient à expliquer pourquoi Johan a accepté une restructuration aussi radicale de ses finances, en si peu de temps. Il tenait à souligner que pour Johan, cet argent était un fardeau et qu'elle voulait en faire un feu de joie dans le jardin. Il lui a répondu « Ne fais pas ça, ne brûle pas tout ton argent, on peut en faire un meilleur usage. » Les révélations de Peter stupéfient les enquêteurs et choquent la famille de Johan Bedson. Cela ne ressemblait pas à Johan. Alors qu'elle avait passé toute sa vie à économiser, à compter chaque centime et à savoir exactement où se trouvait son argent, elle se serait débarrassée de tout. Ce n'était pas normal. Nous étions vraiment dans le flou le plus total. Nous pensions connaître Johan. 3 mois après avoir rencontré la vieille fille, Peter Crittenden prend le contrôle total de ses affaires financières et commence à vendre toutes ses actions. En mai de la même année, l'argent avait disparu. Il avait été transféré en 2 gros virements d'un montant de 125 000 livres vers les comptes de M. Crittenden. Mais les policiers réalisent très rapidement que les investissements de Peter ne sont pas susceptibles de rapporter quoi que ce soit. Nous avons découvert que d'importantes sommes de cet argent ont été utilisées pour rembourser ses dettes personnelles. En fait, nous avons découvert qu'au cours du mois qui a suivi la réception de l'argent, Peter Crittenden a remboursé près de 46 000 livres de dettes. Les enquêteurs découvrent que Peter a également utilisé l'argent de Johan Bedson pour investir dans des opérations immobilières à haut risque et dans des syndicats de Paris, ainsi que pour se payer des vacances à Venise et une caravane. Bien que le contrat de prêt mentionnait un taux d'intérêt annuel de 10%, il n'existait aucun document et aucune information qui indiquait que ces 10% d'intérêt étaient à destination de Johan. Tout avait été vendu et transféré à M. Crittenden. Pendant ce temps, les circonstances du décès de Johan sont toujours inconnues. Une seconde autopsie est donc réalisée. Les informations que nous recevions étaient qu'il n'y avait pas de conclusion définitive à ce moment-là, mais qu'il s'agissait d'une asphyxie. Là encore, nous ne sommes pas encore en mesure de dire avec certitude ce qu'il s'est passé, mais un nouvel élément vient s'ajouter à la liste. Aucune cause de décès n'ayant été confirmée, les inspecteurs découvrent que, même après que Johan lui a remis 250 000 de livres, Crittenden continue à faire pression sur elle pour qu'elle vende son bungalow. Mais en novembre 2001, Johan apprend qu'elle souffre d'un cancer du pancréas. Elle décide alors de se tourner vers ses amis de l'église. Nous avons appris la maladie de Johan à l'église. Certains de nos membres avaient eu cette maladie. Ils avaient subi de lourdes opérations, donc nous l'avons soutenue, et je pense qu'ils ont tous été surpris de voir à quel point elle s'en était bien sortie.
Après avoir quitté l'hôpital, Joanne passe sa convalescence chez Dorothy. Après avoir passé une quinzaine de jours chez nous, Joanne nous a dit « J'ai fait une bêtise dont j'aimerais vous parler. » Joanne raconte ensuite à Dorothy comment elle a donné son argent à son conseiller financier. Elle semblait fâchée que l'argent ait disparu, et elle ignorait où il était allé. En entendant cela, j'ai dit « Si ça t'inquiète tant que ça, tu devrais aller voir la police. » Elle a répondu « Non, je ne veux pas de policier ni de voiture de police à ma porte. » Bien que Joanne ne veuille pas que la police soit impliquée, elle suit les conseils de Dorothy et décide de rédiger un Nouveau Testament. Dans les semaines suivant sa guérison, elle a pris rendez-vous avec un avocat local et elle a commencé à rédiger un testament en bonne et due forme, en s'assurant que sa famille était l'exécuteur testamentaire et la bénéficiaire de son testament, à savoir la famille Bateson. La première fois que nous avons fouillé la propriété, j'ai trouvé ce testament qui énonçait clairement les intentions de Joanne. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus des intentions de Joanne avant sa mort. Malheureusement, étant donné qu'il y avait une erreur technique dans le testament, elle ne l'a jamais signé. Cependant, même si Joanne avait signé le testament, elle n'aurait jamais imaginé que son désir de récupérer son argent conduirait à une tragédie. La police m'a demandé si je voulais qu'elle enquête officiellement sur la possibilité d'une arnaque. J'ai répondu « Bien sûr ». Le samedi 28 mars 2003, 4 mois après la mort de Joanne Bateson, Peter Crittenden est arrêté pour vol. Mais cependant, certaines questions restent sans réponse. C'est une conclusion hâtive. Le fait qu'il ait agi de manière illégale, ou qu'il ait peut-être même volé l'argent de Joanne, ne signifie pas qu'il est un meurtrier. Cependant, en fouillant dans les dossiers personnels de Crittenden, Peter Puchalski fait une découverte qui constitue un tournant majeur dans l'enquête. Le téléphone sonne et c'est Peter, à Macclesfield, qui consulte les documents. Il me dit « Tu ne vas jamais croire ce que j'ai trouvé. » Après la découverte du corps de Joanne Bateson en novembre 2001, les policiers de Macclesfield continuent à enquêter sur les causes de la mort de cette célibataire de 71 ans. Les enquêteurs avaient déjà découvert une série de transactions financières irrégulières, suggérant que Joanne avait été victime d'un comportement frauduleux de la part de son conseiller financier et amant, Peter Crittenden. Après 4 mois d'enquête, les inspecteurs de la police du Cheshire sont en mesure d'arrêter Peter Crittenden pour vol. Cet homme de 62 ans peut-il aussi être responsable de la mort de sa cliente ? Il a admis que l'argent avait servi à payer des choses ou des prêts à certaines personnes, qu'il avait investi dans une franchise qui n'a pas du tout fonctionné ou dans un bien immobilier qui ne correspondait pas à ses attentes. C'est là que sa première difficulté est apparue et ça s'est compliqué pour lui car il avait déjà dépensé l'argent. À ce stade, il a donc dû commencer à s'expliquer différemment. Quand on lui posait la question, il décrivait cette somme d'argent comme un prêt. Puis, nous avons rapidement compris que ce n'était pas possible de le décrire comme un don et que ça ne pouvait pas non plus être un investissement commun. Il savait parfaitement adapter ses réponses aux questions posées. Le sergent Thomas et l'inspecteur Puchalski continuent à interroger Crittenden, et pendant une pause, les agents décident de fouiller les effets personnels de Peter et trouvent un document qui va s'avérer décisif pour leur enquête. J'ai remarqué une assurance vie temporaire dégressive, au nom de Joanne Bateson. Le bénéficiaire était Peter John Crittenden, et la somme assurée s'élevait à 100 000 livres. Cette police d'assurance a été souscrite à peu près à l'époque où Joanne Bateson est tombée malade, et a appris la nouvelle de son cancer.
Et plus important encore, c'est Peter Crittenden qui payait les primes. Habituellement souscrite pour couvrir les remboursements d'un prêt hypothécaire, la police d'assurance vie coûte à Crittenden 68 livres par mois. Cette police d'assurance diminue après la première année, passant de 100 000 livres à environ 85 000 livres. Et cette police d'assurance devait être ramenée à 85 000 livres en janvier 2003, soit 2 mois seulement après le décès de Joan. Ce document révèle clairement que Crittenden tirerait un profit substantiel de la mort de Joan Bedson, et que plus tôt elle mourait, plus la somme était élevée. Cela indiquait que Peter Crittenden devait agir vite avant de tout perdre, avant de perdre tout l'héritage, et avant de perdre les 100 000 livres de la police d'assurance. J'en ai eu froid dans le dos, car cela montrait que nous n'avions pas affaire à un simple voleur, mais à un meurtrier. Le motif est tout simplement accablant. J'étais dans la salle de la crime à Winslow quand le téléphone a sonné. C'était Peter qui examinait les documents à Macclesfield. Il m'a dit « Tu ne croiras jamais ce que j'ai trouvé ». Ça a été un moment important et nous nous sommes dit « Nous ne pouvons pas continuer à nous contenter de mener l'enquête pour vol. Cet homme doit maintenant être suspecté de la mort de Joan Bedson. » Mais la possibilité que Crittenden soit un voleur, mais aussi un meurtrier, empêche les agents de poursuivre leur interrogatoire. Légalement, je ne suis pas autorisé à continuer l'interrogatoire. Je ne peux pas l'ignorer et je ne peux pas continuer les interrogatoires de son arrestation pour vol. Nous devons stopper ces interrogatoires et reconsidérer les éléments que nous avons afin de traiter l'affaire d'une manière différente. Les inspecteurs n'ont d'autre choix que de libérer Peter Crittenden, le temps de requalifier l'affaire. Je crois que c'est la seule fois où je l'ai vu surpris. Face aux éléments qui l'accablaient, il avait donné sa version des événements avant de se défiler. Il est évident que lui et son avocat n'étaient absolument pas au courant de ce qu'il se passait en coulisses. Mais la nouvelle de sa libération ne fait pas que des heureux. Je me suis sentie vulnérable. Il n'y avait plus que mon frère, mon père et moi. J'avais très peur. Et Sue a su qu'elle avait raison d'être effrayée lorsque les détectives ont révélé qu'ils avaient découvert suffisamment de preuves pour lancer une enquête pour meurtre. Je me souviens être venu à Macclesfield. Pete et moi-même étions assis devant une salle pleine d'enquêteurs et d'experts médico-légaux qui écoutaient tous ce que nous avions à dire, qui nous croyaient et qui étaient tous prêts à suivre les enquêtes et les actions qui en découlaient. La police commence à réexaminer tous les aspects de l'affaire, en commençant par la scène de crime. La première étape de l'enquête consistait à réexaminer la scène de crime au niveau médico-légal. Avions-nous manqué quelque chose? Nous devions donc chercher toutes les preuves potentielles. La police criminelle réexamine la maison, qui était restée fermée depuis la découverte du corps de Joan, 6 mois plus tôt. L'un des enquêteurs a soigneusement examiné toute la literie, non seulement celle de Joan Bedson, mais aussi celle de la chambre d'amis. Cette chambre avait l'air parfaitement propre et rangée. Et il y avait un motif rose fleuri sur les oreillers. Mais il a réussi à remarquer la présence de sang sur un oreiller. Nous avons envoyé cet oreiller, et l'oreiller trouvé près du visage de Joan Bedson, au laboratoire, pour qu'il soit soumis à un examen approfondi, afin de nous donner une interprétation des éclaboussures de sang sur les 2 oreillers. Après une analyse approfondie des 2 oreillers, la police scientifique parvient à faire une avancée majeure dans l'enquête. Ils ont constaté plusieurs choses. L'oreiller de la chambre d'amis était en fait utilisé pour recouvrir l'autre oreiller, trouvé près de la bouche de Joan. Elle avait été étouffée, et son dernier soupir avait provoqué une projection de sang.
Cette projection s'est répandue sur les deux oreillers. Cette révélation confirme également les résultats de la seconde autopsie, qui suggèrent que Joan a pu être étouffée. Mais les scientifiques sont également parvenus à une autre conclusion importante. Joan a dû être assassinée. En effet, si Joan est morte dans ce lit, qui a remis l'oreiller sur le lit dans l'autre pièce? C'est la chambre dans laquelle Peter Crittenden dormait quand il séjournait chez elle. L'asphyxie semblant désormais être la cause du décès, les inspecteurs décident de procéder à une troisième et dernière autopsie. À ce stade, il nous a été suggéré qu'elle avait été étouffée avec un oreiller et qu'on avait pressé l'oreiller contre son visage, contre ses lèvres et son nez. Et ils avaient réalisé une autopsie dans le but de vérifier la présence d'ecchymoses dans les tissus. Le médecin légiste procède à un examen microscopique du tissu, situé sous la surface de la peau. Il a constaté la présence d'une ecchymose, indiquant qu'une pression avait été exercée au niveau de la lèvre et du nez. Ces nouvelles informations, ainsi que les résultats des autopsies précédentes et les rapports médico-légaux, prouvent que Joan a bien été étouffée. Enfin, la famille commence à obtenir des réponses à ces questions. D'une certaine manière, nous étions heureux d'aller au fond des choses, de savoir enfin quelle était la cause du décès. Mais cette cause du décès était absolument effroyable. J'ai été soulagé quand j'ai appris que la police disposait enfin d'éléments concrets pour pouvoir enquêter. Que je n'avais pas gaspillé leur temps. Mais le choc, que cela puisse arriver à une personne charmante, une personne calme, timide, comme Joan, c'est à n'y rien comprendre. Pendant ce temps, alors que les policiers continuent à fouiller dans les montagnes de documents saisis dans le bureau de Crittenden, ils tombent sur un autre client dont la situation est similaire à celle de Joan. Nous avions identifié une dame âgée qui avait été cliente de Peter 12 ans auparavant. Les documents de Crittenden révèlent que la cliente lui avait confié plus de 130 000 livres à investir et que, comme Joan, elle n'avait reçu aucun retour sur investissement. Il s'agissait de deux femmes d'une soixantaine d'années, indépendantes, disposant d'importantes sommes d'argent à investir, et toutes deux étaient vulnérables, si l'on peut dire. Il ressort du dossier de la cliente qui lui a donné des conseils d'investissement similaires et des consignes similaires. Vendez votre maison, déménagez vers chez moi, à Worcester. Mais contrairement à Joan, la cliente a suivi la suggestion de Crittenden et a déménagé. Rappelez-vous de cette liste qu'il possède. Elle quitte le pays de Galles pour se rendre à l'endroit où vit Peter Crittenden, exactement comme il l'avait écrit avec Joan quand ils avaient établi leur plan. Les similitudes étaient trop frappantes. Les éléments clés étaient là. Bien que la découverte de ce nouveau témoin à charge renforce la possibilité que Crittenden ait pu duper Joan pour lui voler son argent, la police a besoin de plus de preuves pour inculper son principal suspect de meurtre. 30 officiers de police, ainsi que des experts en médecine légale, continuent à examiner les preuves dans les moindres détails et commencent à déceler des divergences dans l'alibi de Peter Crittenden. Il a dit qu'il était allé rendre visite à Joan le mardi avant qu'elle ne soit retrouvée le samedi. Ils étaient sortis ce soir-là pour un repas à l'hôtel Bridge à Prestbury, un très bon restaurant. Ils sont rentrés à la maison, puis sont restés dans la chambre. Il a pris le petit déjeuner avec elle le lendemain matin, puis il est reparti à Worcester. Il a déclaré que son dernier contact avec Joan était le moment où il l'avait quittée ce jour-là. Mais en examinant les relevés téléphoniques de Crittenden, les détectives remarquent un élément suspect qui pourrait permettre d'identifier le moment où Joan a été assassinée. Nous avons découvert que tard dans la soirée du jeudi, un peu après 21h, Peter Crittenden a appelé Joan Bedson pendant environ 3 minutes.
Il ne l'avait pas mentionné auparavant, et cela nous a laissé perplexes. L'appel a duré 3 minutes et demie. Il a donc manifestement pris contact avec Johan Bedesson ce soir-là. En interrogeant les voisins, nous avons découvert que les rideaux étaient restés baissés toute la journée de vendredi, et ce n'est que le samedi que des infirmières se sont rendues à la maison. Il nous restait donc la possibilité que quelque chose se soit produit dans la nuit de jeudi soir à vendredi matin. En recoupant cette information avec les relevés bancaires de Crittenden, l'équipe d'enquêteurs fait une autre découverte surprenante. L'un des documents que nous avons récupérés sur lui, et qui a été confirmé par les transactions de sa carte de crédit, était qu'il avait acheté de l'essence juste après minuit, le vendredi 15 novembre 2002, à la station-service de Blackpool. Crittenden a déclaré à la police qu'il était au lit avec sa femme à Worcester, la nuit du meurtre de Johan. Mais son alibi étant remis en question, la police doit retracer ses déplacements après avoir quitté la station-service. L'un des enquêteurs connaissait l'existence d'un système de vidéosurveillance de l'agence des autoroutes qui couvrait les zones de la M5 et de la M6. Nous avons découvert que, 10 minutes après avoir fait le plein, la plaque d'immatriculation de Peter Crittenden a été enregistrée par une caméra de surveillance sur la M5, roulant en direction du nord. 4 heures plus tard, sa voiture était à nouveau filmée, à 240 km de là. La voiture a été reconnue dans la région du Staffordshire, sur la M6, en direction du sud. Ces nouvelles informations contredisent directement l'alibi de Crittenden et donnent à la police la preuve qu'il a fait un aller-retour de 640 km jusqu'au domicile de Johan, à Macclesfield. Après 7 mois d'enquête, l'équipe estime qu'elle est enfin en mesure de présenter son dossier à son principal suspect, Peter John Crittenden. Tous ces éléments de preuve ont été révélés au fur et à mesure du temps. Il est facile de les résumer rapidement, mais il a fallu des recherches approfondies pour retrouver tous ces éléments d'enquête. Ils ne sont pas tombés du ciel. Le 6 juin 2003, Peter Crittenden est arrêté pour la 2e fois. Mais admettra-t-il le meurtre de Johan Bedesson, une célibataire de 71 ans ? Je n'ai pas été surpris quand la police a déclaré qu'elle soupçonnait que, non seulement, une arnaque avait été perpétrée, mais qu'un crime plus grave avait aussi été commis. Et évidemment, le crime plus grave ne pouvait être qu'une chose: le meurtre de Johan Bedesson. À la suite d'une enquête sur le meurtre brutal de Johan Bedesson, les policiers arrêtent son conseiller financier et amant, Peter Crittenden. Les enquêteurs commencent à interroger leur principal suspect, en révélant les preuves qu'ils ont recueillies au cours de leurs 7 mois d'enquête. Ils commencent par interroger Crittenden sur l'appel qu'il a passé à Johan, la nuit de son meurtre. Il a expliqué qu'il ne se souvenait pas de cette conversation, qu'il ne se souvenait pas de cet appel. Nos arguments étaient: c'est une personne que vous aimiez, dont vous étiez sur le point d'hériter de toute la fortune, d'être l'exécuteur testamentaire, et vous ne vous souvenez pas de la dernière conversation que vous avez eue avec elle. Les agents présentent ensuite au suspect des preuves qui contredisent directement ses alibis. Il était censé être chez lui avec sa femme, mais nous avons pu prouver qu'il avait acheté du carburant peu après minuit à la station-service de Blackpool, qui se trouve à côté de la M5. C'est une information clé. Vous vous en souvenez? Où alliez-vous? Mais cette fois, nous l'avions arrêté. Il a donc expliqué qu'il était effectivement sorti pour faire le plein de son véhicule, mais qu'il était ensuite rentré chez lui et s'était couché. Toutefois, ce sont les informations recueillies auprès de l'agence des autoroutes qui prennent Crittenden au dépourvu. Il était censé être rentré chez lui.
Mais nous avons localisé son véhicule, son immatriculation, dans l'autre sens, en remontant l'autoroute M5 vers le nord, quelques minutes après avoir acheté du carburant. Et je me souviens que lorsque nous lui avons révélé cette preuve, c'est la première fois que je l'ai senti ému. Cela l'a manifestement perturbé. C'est une chose qu'il n'avait pas du tout prévue et qui le sortait de sa zone de confort. Je me souviens que lorsque nous sommes revenus dans la pièce, après qu'il a digéré les informations que nous lui avions données, on pouvait clairement voir qu'il était bouleversé et qu'il avait l'air d'avoir pleuré. Il savait que nous avions des preuves qui allaient le faire condamner pour meurtre. Malgré son émotion, Crittenden refuse étonnamment d'admettre qu'il a conduit sa voiture cette nuit-là. Mais il n'a jamais signalé le vol de sa voiture, et n'est pas capable d'expliquer pourquoi elle a été filmée 2 fois en train de rouler sur l'autoroute, la nuit où Joan a été assassiné. Il a toujours nié qu'il était le conducteur de ce véhicule et prétendait qu'il n'était pas sur l'autoroute cette nuit-là. Il affirmait qu'après avoir fait le plein, il était retourné à son domicile, ce qui n'était pas le cas. Face à ces preuves circonstancielles accablantes, la police estime qu'elle dispose enfin d'éléments suffisants pour inculper Peter Crittenden. Il a donc ensuite été accusé du meurtre de Joan Bedson. Outre le meurtre, Peter Crittenden est également accusé de vol. Pour la famille de Joan, c'est un grand soulagement. J'étais heureux. Pour moi, pour ma famille et pour la police. Parce que je savais que c'était l'une des affaires les plus difficiles. J'ai eu cette impression qu'enfin, il s'était passé quelque chose. Évidemment, je suis allée directement chez mon père pour lui annoncer, et à ce moment-là, je pense que j'ai davantage réalisé que cet homme, qui était fortement soupçonné, était coupable. Le mardi 11 mai 2004, 18 mois après la mort de Joan, l'affaire est jugée par la cour d'assises de Chester, où l'accusé plaide non coupable. La première fois que j'ai vu Peter Crittenden, j'ai compris ce que Joan avait vu en lui. Elle préférait les vestes, les cravates, la prestance. Il avait tout cela. Mais Crittenden ne tarde pas à se faire remarquer. Il s'est montré condescendant envers le jury. Il les pointait du doigt. Il a essayé de rabaisser les gens. Et une fois ou deux, il s'est emporté, ce qui a évidemment montré une autre facette de sa personnalité. Pas une seule fois dans ce box, cet homme n'a montré le moindre remords pour l'acte épouvantable qu'il avait commis. Crittenden continue à rejeter les preuves, mais les inspecteurs pensent savoir exactement comment Joan a trouvé la mort et présentent au jury leur interprétation des événements qui ont conduit au meurtre. Je crois que Peter est venu le mardi, a rencontré Joan, est allé manger avec elle et a passé la nuit sur place. Mais son plan était déjà au point. Il avait déverrouillé la porte-fenêtre pour pouvoir entrer dans la maison. Puis il est rentré chez lui. Je crois qu'il a passé un dernier coup de fil le jeudi soir pour s'assurer que Joan serait là. Il a fait le plein de la voiture et s'est rendu sur place très tôt le vendredi matin. Il s'est faufilé par la porte arrière, est allé dans la chambre d'Annie et a pris l'oreiller. Je pense qu'il est ensuite entré et qu'il l'a étouffé avec les 2 oreillers. Malgré ses 64 ans, Peter Crittenden allait à la salle de sport, donc il était bien trop fort pour Joan Bedson. Elle avait plus de 70 ans et n'était pas de taille à affronter Peter Crittenden. Après avoir atteint son objectif, la police pense que Crittenden est rentré chez lui et s'est remis au lit avec sa femme. Mais quand elle a été interrogée, elle a déclaré qu'elle dormait et qu'elle ne pouvait ni confirmer ni infirmer son alibi.
L'affaire a été débattue pendant plus de 7 semaines, et le jury a finalement été invité à délibérer. 2 jours plus tard, le jury présente son verdict. Nous étions très nerveux, car nous ne savions pas ce qui allait se passer. Le porte-parole s'est levé et l'a déclaré coupable. Et nous étions juste vidés. Nous étions complètement épuisés, mais soulagés. Le 1er juillet 2004, Peter Crittenden est condamné à la prison à vie pour le meurtre de Joan Bedson. Une célibataire de 71 ans qui lui avait confié ses biens les plus précieux, son argent et son amour. Bien qu'il continue de clamer son innocence, les enquêteurs ont pu découvrir des preuves substantielles qui prouvent que Peter John Crittenden avait le mobile et l'opportunité de voler, puis d'assassiner sa cliente et amante, Joan Bedson. Monsieur Crittenden est un personnage tout à fait convaincant. Il a véritablement amadoué Joan. Il savait sur quel bouton appuyer et il l'a convaincue de faire des choses qu'elle n'aurait jamais faites seule. Pour la défense de Joan, n'importe qui aurait été convaincu par Monsieur Crittenden. Il n'y a qu'une bonne nouvelle dans cette terrible affaire. Cet homme a été mis derrière les barreaux et il ne pourra plus soutirer de l'argent à des personnes crédules et isolées. Je pense que Joan a d'abord aimé Peter. Je suis sûre qu'elle a été séduite par lui. Je ne pense pas qu'il l'aimait. Comment pouvait-il l'aimer? Il l'a assassiné.